10,574,8 francs congolais, ce sont là les recettes réalisées dans l'ensemble de janvier à mai 2024 par les 3 régies financières. Doudou Fwamba Likunde, ministre des Finances qui a tenu la première réunion de mobilisation des recettes avec les directeurs généraux de la DGDA, la DGI et la DGRAD, a salué les recettes réalisées en ce premier semestre de l'année 2024 dont le taux d'exécution est de 109,3%. La République démocratique du Congo a cédé les bâtons de commandement du comité d'orientation d'Afritac Centre à la République sœur du Congo-Brazzaville pour un mandat de 2 ans. La dite cérémonie s'est déroulée lors de la 26e réunion du comité d'orientation d'Afritac Centre sur la gestion des finances publiques et le changement climatique. La Direction générale de douanes et axes au DGDA a procédé, comme chaque année, à la mise à jour du texte tarifaire douanier à l'importation et à l'exportation. Dans les lots des articles dont la nomenclature tarifaire a connu une mise à jour à la douane congolaise, figurent les articles et ouvrages en matière plastique qui ont été sortis de la taxation. Le développement de ces titres et tant d'autres dans le corps de ces magazines Fiscalité et Développement dans une présentation signée Muriel Makese Lutzina. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Fiscalité et Développement, magazine spécialisé en finances publiques, dossiers économiques et questions de développement en République démocratique du Congo. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde, a présidé dans son cabinet de travail le mercredi 19 juin 2024 la première réunion de mobilisation des recettes avec les directeurs généraux de 3 régies financières à l'instar de la DGDA, la DGI et la DGRAD. Ensemble, ils ont évalué les niveaux des recettes mobilisées de janvier à mai 2024 qui sont de l'ordre des 10 574,8 milliards de francs congolais pour un taux d'exécution de 109,3%. Plus de précisions dans cet élément préparé ici par Priska Sekanalutete et Landrine Nyangi Lostine. Plusieurs points ont figuré à l'ordre du jour au cours de la première réunion de mobilisation des recettes entre le nouvel argentier national Doudou Fwamba Likunde et les directeurs généraux des régies financières, à l'instar de la DGDA, la DGI et la DGRAD, ainsi que les experts et fonctionnaires du ministère des Finances. La situation des recettes à ce jour, le point saillant devant permettre d'atteindre, voire dépasser les assignations budgétaires et l'informatisation des services ont été passés au peigne fin. Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, nous a conseillé, nous a exhorté de beaucoup travailler avec beaucoup plus d'ardeur pour une maximisation accrue des recettes afin de donner au gouvernement les moyens pour faire sa politique. Il a aussi insisté sur le point en ce qui concerne les avantages du personnel. Il ne ménagera aucun effort pour donner au personnel ce qu'il leur doit. Donc en ce qui concerne la rétrocession, il a insisté qu'il fera de tout son mieux pour que la rétrocession soit plus ou moins régulière. Et vers la fin, Son Excellence, Monsieur le Ministre, est revenu sur l'exhortation afin qu'on travaille en synergie, comme les enfants de même père et de même mère. Évaluons les niveaux des recettes dans son ensemble. Il a été noté au cours de cette réunion que les recettes des janvier à mai 2024 sont de l'ordre de 10 574,8 francs congolais sur les prévisions de 9 675,6 francs congolais, portant ainsi le taux d'exécution à 109,3%. Comparé aux recettes réalisées à la même période en 2023, évaluées à 7 233,7 francs congolais, il se dégage une hausse nominale de 3 325,4 francs congolais, soit une augmentation de 45,9%. Globalement, le comportement des recettes est assez satisfaisant. Au premier semestre, donc mi-juin, nous avons globalement, de manière cumulée,
atteint le chiffre de plus ou moins 109% de réalisation. Bien sûr, il nous reste encore un semestre et il nous a demandé de redoubler d'ardeur, de tout mettre en œuvre dans la synergie pour que nous puissions atteindre les assignations et permettre, n'est-ce pas, de donner au gouvernement, n'est-ce pas, les moyens de son action. Il y a un nouveau gouvernement qui est mis en place. Ce gouvernement a besoin de moyens pour sa politique et ce sont les régies financières qui sont au premier plan pour soutenir les actions du gouvernement. Et si les assujettis ne nous accompagnent pas, ça sera difficile. Donc jusque-là, nous avons bien travaillé avec eux jusqu'à atteindre plus de 100% des recettes au premier semestre. Nous entrons bientôt au deuxième semestre. Nous les invitons à ce même civisme et s'il n'est pas allé au-delà pour que le gouvernement puisse faire face aux différents défis auxquels il est appelé. En tête des performances des recettes réalisées dès janvier à mai 2024, la Direction générale des impôts DGI a dépassé ses prévisions en mobilisant 6 milliards 520,9 francs congolais sur le prévision de 5 milliards 753,8 francs congolais, soit un taux d'exécution de 113%. La Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD a quant à elle collecté 1 milliard 708,6 francs congolais sur le prévision de 1 milliard 513,6 francs congolais pour un taux d'exécution de 113%. Enfin, la Direction générale de douanes et accises DGDA a généré les recettes de l'ordre de 2 milliards 345,2 francs congolais sur le prévision de 2 milliards 408,1 francs congolais, soit un taux d'exécution de 97%. Pour le mois de juin 2024, le ministre des Finances Doudou Fwamba Likoundé a salué les recettes déjà réalisées au 18 juin 2024 qui sont de l'ordre de 1 milliard 111,6 francs congolais, représentant 67% de la cible mensuelle fixée à 1 milliard 651,5 francs congolais. Après l'exposé de directeurs généraux des régies financières sur les différentes stratégies pour atteindre leurs assignations du mois de juin et celles de l'ensemble de l'année 2024, le ministre des Finances Doudou Fwamba Likoundé a donné des instructions devant encourager les régies financières à optimiser l'organisation des services, le traitement des dossiers de contentieux pour augmenter les recettes de l'État ainsi que les actions à mener durant le prochain mois. La Direction générale des douanes et accises de GDA a réalisé au cours du mois de mai 2024 les recettes de l'ordre de 490,9 milliards de francs congolais sur les prévisions mensuelles chiffrées à 496,2 milliards de francs congolais. Ces chiffres ont été dévoilés lors de la réunion du comité technique de suivi et évaluation du contrat de performance tenu le 19 juin 2024. Jocelyn Babalomba pour les détails. Après l'investiture de la première ministre Judith Suminwa Tuluka et son équipe gouvernementale par l'Assemblée nationale, les régies financières, notamment la Direction générale des douanes et accises, s'activent pour donner les moyens financiers nécessaires au gouvernement congolais afin de lui permettre de réaliser son programme d'action. Rien qu'au mois de mai 2024, la DGDA a réalisé les recettes de l'ordre de 490,9 milliards de francs congolais sur les prévisions mensuelles de 496,2 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 98,95%. Nous avons réalisé au 31 mai 2024 les recettes de l'ordre de 490 milliards 998 406 906,99 CDF pour des assignations budgétaires de 496 milliards 211 71 556 CDF, soit un taux d'exécution de 98,95%. Je souligne que ce comportement des recettes exige un effort de service pour redresser la courbe, surtout que plusieurs défis nous attendent avec l'investiture du nouveau gouvernement de la République par le Parlement. Par ailleurs,
je note une réalisation de 254 milliards 821 315 521,57 CDF au cours des 18 premiers jours de ce mois, sur une prévision de 494 milliards 373 252 773 CDF, soit un taux d'exécution de 51,54%. Au cours de cette réunion du comité technique de suivi et évaluation du contrat de performance tenu en présentiel et en visioconférence, l'équipe dirigeante de la DGDA, les directeurs centraux et provinciaux ont aussi évalué ensemble les niveaux de recommandations de la réunion du 22 mai 2024. Il s'est tenu du 17 au 19 juin 2024 à l'hôtel Béatrice dans la commune de La Gombe les travaux des mises à jour du texte tarifaire douanier à l'importation et à l'exportation organisés par la Direction générale des douanes et accises de GDA. Objectif, désignation et codification des marchandises qui font l'objet des échanges internationaux avec des spécifications techniques et commerciales en vue de faciliter leur interprétation uniforme à travers le monde. Reportage de Priska Sekana Loutete et Étienne Kumba Abenga. La mise à jour de textes tarifaires douaniers à l'importation et à l'exportation est un exercice auquel se livre chaque année la douane congolaise dans le cadre de l'exécution du budget de l'État qui prévoit toujours au titre des mesures d'accompagnement à l'exécution du budget des mesures fiscales nécessaires en vue de permettre aux régies financières de réaliser les recettes attendues. En matière des douanes et accises, ces mesures sont coulées dans la législation douanière dans son ensemble, c'est-à-dire les textes tarifaires, le code de douane et le code des accises qui engagent la douane congolaise à une mobilisation accrue des recettes, à en croire Jean-Louis Baouna-Mabolia, directeur général adjoint en charge de questions techniques de la DGDA qui a lancé ses travaux. Ces dispositions doivent être harmonisées avec celles du budget de l'exercice précédent, concernant plus particulièrement les produits de première nécessité à l'importation, ainsi que les matières précieuses exportées, notamment l'or d'exploitation artisanale, dont les taux ont été sensiblement revus dans le cadre de la lutte contre la fraude. La mise en œuvre de ces différentes mesures engage la douane à procéder à une mobilisation maximale des recettes pour financer les différents programmes du gouvernement. J'adresse ainsi à l'équipe chargée de cette mise à jour le soutien de la haute hiérarchie, mais j'insiste sur l'implication de tous pour un travail de qualité, gage d'une perception correcte de l'impôt douanier. Cette année, dans le lot de produits d'accises dont la nomenclature tarifaire a connu une mise à jour à la douane congolaise, figurent les articles et ouvrages en matière plastique. Ces derniers ont été sortis de la taxation. Ceci constitue une grande révolution, à en croire Jean-Denis Mbomi Maloku, directeur de tarifs et règles d'origine à la DGDA. On a d'abord eu la grande révolution, c'est en matière de produits d'accise, parce que tout ce qui est en matière plastique a été sorti de la taxation pour la simple raison que le matière plastique ou les articles et ouvrages fabriqués en matière plastique offrent la possibilité d'être moins chers et ils sont accessibles à la plus grande majorité de nos populations. Par exemple, quand nous prenons ce qu'on appelle généralement les mousses, les feuilles en matière plastique et alvéolaire qu'on utilise comme matelas par nos populations. Lorsque vous mettez une taxation sur ces mousses-là, cela signifie que le prix des mousses va augmenter parce qu'à la vente, le producteur tient compte de la fiscalité qu'il a payée. Ce n'est pas normal. Mais quand vous enlevez la fiscalité, vous avez un prix qui est rabaissé. C'est la même chose pour les chaises en plastique. Vous vous souvenez qu'avant l'industrie plastique, les gens s'asseyaient sur des chaises faites en bois et des clous. Et mais ces clous-là avaient le bonheur de déchirer les pantalons. De même, le dernier exemple, c'est par exemple en matière d'hygiène. Les seaux en plastique sont plus hygiéniques que les seaux en plomb. Parce que le plomb, c'est un produit nocif. Donc quand vous, et les dames d'ailleurs avaient l'habitude de chauffer l'eau dans un seau, mais il y a des choses qui se déclenchent là, dans cette chaleur, qui sont nocifs pour la santé. Mais quand vous avez un seau en plastique, vous êtes sûr que vous ne consommez pas de produits dangereux. La matière étant abondante,
3 jours de travaux intenses n'ont pas suffi pour permettre aux cadres et agents de la Direction générale de douanes et accises DGDA d'actualiser et harmoniser toute la nomenclature du texte tarifaire douanier. Les résolutions seront donc dans le tout prochain jour coulées dans un projet de texte tarifaire mis à jour que le directeur général de la DGDA, Bernard Kabessé Moussangou, mettra en vigueur par une décision. La Chambre 3, chargée de la discipline budgétaire et financière de la Cour des comptes, a prononcé vendredi 21 juin dernier, en son siège situé dans la commune de La Gombe, son 3e verdict en condamnant le comptable public principal assignataire des recettes de la ville-province de Kinshasa, district de Funa, Moyaka Bouela Bienvenue, à une amende de 20 millions de francs congolais. Jocelyn Baba était présent pour le compte de votre magazine. Le ministère public près la Cour des comptes a requis au terme de son audience publique du vendredi 21 juin 2024 une amende de 20 millions de francs congolais contre Bienvenu Moyaka Bouela, comptable public principal assignataire des recettes du district de la Funa dans la ville de Kinshasa. Selon la Chambre 3 de cet organe supérieur de gestion des fonds et deniers publics siégeant en matière de discipline budgétaire et financière, le comptable public principal assignataire des recettes est poursuivi pour 12 fautes de gestion liées à la transmission tardive à la Cour des comptes des comptabilités mensuelles des exercices 2020, 2021 et 2022. Toutes les exceptions soulevées par la mise en cause sont rejetées. Article 2. La mise en cause Boyaka Bouela Bienvenue, comptable public principal, code 0783, matricule 413 145, est déclaré coupable de faute de gestion pour avoir transmis tardivement ses comptabilités mensuelles des exercices 2020, 2021 et 2022 à la Cour des comptes. Article 3. La mise en cause Boyaka Bouela Bienvenue est condamnée au paiement d'une amende de 20 millions de francs congolais ainsi que des frais d'instance. Pour l'avocat du comptable public principal poursuivi, Maître Clément Feta-Noble, l'arrêt rendu par le ministère public près la Cour des comptes ne se fonde pas selon lui sur les bons droits. Je commence par dire que le contrôle juridictionnel est légal. Cependant, l'arrêt qui a été prononcé, c'est un arrêt qui, à mon sens, ne fait pas évoluer le droit. Il essaie de rappeler que 2 autres comptables publics principaux assignataires des recettes, notamment ceux des districts de Lukunga et Tchangu, ont été aussi poursuivis et condamnés pour faute de gestion. Les comités d'orientation de la réforme des finances publiques COREF, à travers les projets d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en RDC encore, a organisé du 20 au 21 juin 2024 l'atelier sur l'amélioration du projet décadrage du rapport ITI-RDC 2022 pour de Kinshasa. Objectif, améliorer les projets du rapport décadrage en vue d'intégrer le point de vue des parties prenantes et répondre aux exigences de la norme ITI. Reportage de Céline Boumba Angelani, La Grâce et Landrine Nyangui-Lostine. Au cours de cet atelier, une quarantaine de participants ont procédé à la relecture, analyse et amélioration du draft du rapport ITI 2023 Poule de Kinshasa en vue d'intégrer le point de vue des différentes parties prenantes et répondre aux exigences de la norme ITI. Ces rapports soulignent l'importance de la transparence dans la gestion des ressources naturelles, la prise de décision sur la gouvernance et l'élaboration des options politiques pour le développement durable. À cet effet, le comité exécutif de l'ITI RDC a chargé son secrétariat technique d'actualiser les cadrages précédents et d'en élaborer celui afférent au rapport de l'exercice 2022. Nos attentes, en fait, c'est, de manière générale, c'est que le projet de rapport de cadrage qui a été partagé aux parties prenantes à travers toute la République puisse être enrichi de leurs observations et de leurs propositions d'amélioration pour qu'à l'issue de travaux que nous avons effectués, que nous avons commencé dans les provinces, dans plus de 10 villes déjà, et qui se poursuivent,
avec l'étape de Kinshasa, qu'à l'issue de ces travaux, qu'on ait un projet de rapport fin prêt et qui intègre toutes les améliorations de toutes les parties prenantes avant qu'il ne soit soumis à l'approbation du comité exécutif pour publication. Et nous avons produit un cadrage que nous soumettons à l'appréciation des parties prenantes pour l'améliorer, nous dire si nous avons oublié quelque chose, si nous devons ajouter quelque chose, si le fond est bon, si la forme est bonne ou pas. Après échange, les participants se sont répartis en 4 groupes d'experts ayant formulé des recommandations qui seront intégrées dans le rapport de cadrage 2022 avant adoption après le retour des experts qui seront à Lubumbashi la semaine prochaine pour le même exercice. Au fait, le rapport de cadrage 2022, c'était déjà un rapport qui était déjà assez ficelé. Il y avait beaucoup d'éléments et notre travail, c'était seulement l'améliorer. Au fait, l'amélioration s'est faite à plusieurs niveaux. D'abord, la question de vocabulaire, orthographe, ça c'est quelque chose de nettoyage que tout le monde peut faire. Il y a eu des éléments qui étaient incomplets, des éléments de clarification, des éléments de profondeur. Donc, au fait, il y a eu des éléments qu'on devait améliorer. Par exemple, je donne le cas sur les formulaires. Nous devions améliorer les formulaires tels qu'ils sont dit, mais malheureusement, les formulaires, on a donné seulement un échantillonnage des formulaires. On n'a pas donné tous les formulaires, on a donné 3-4 formulaires qu'on devait améliorer pour qu'il y ait une bonne compréhension de collecte des données. Après publication en mars 2023 du rapport ITIE-RDC, exercice 2020-2021, le comité exécutif envisage de publier au cours de cette année 2024 un rapport afférent à l'exercice 2022 dans l'optique de mettre à la disposition de la population des informations plus actualisées susceptibles d'alimenter les débats du moment. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likoundé, est président en exercice du comité d'orientation du Centre régional d'assistance technique pour l'Afrique centrale, AfriTac Centre, a ouvert le mardi 18 juin 2024 à Hilton Hotel dans la commune de La Gombe la cérémonie d'ouverture de la 26e réunion du comité d'orientation d'AfriTac Centre, soutenu par le FMI et le partenaire au développement sur la gestion des finances publiques et les changements climatiques. C'est la vice-ministre des Finances Onej Ntsele qui a procédé à la clôture de ces travaux le mercredi 19 juin 2024 où la RDC a passé le flambeau de ses comités d'orientation à la République du Congo-Brazzaville pour un mandat de 2 ans. Geneviève Mizekele et Landrine Nyangui-Lostine. C'est dans ces beaux cadres de Hilton Hotel de Kinshasa que la République démocratique du Congo a accueilli la 26e réunion du comité d'orientation d'AfriTac Centre. Au cours de cette réunion, les délégués des 9 pays membres de ces comités ont examiné les enjeux de la gestion des finances publiques et les changements climatiques. Dans son mot d'ouverture, le mardi 18 juin 2024, le ministre des Finances et président en exercice du comité d'orientation d'AfriTac Centre, Doudou Fwamba Likoundé, a souligné que les multiples impacts du changement climatique fragilisent les économies des pays membres de ces comités. Mesdames et messieurs, cette réunion marque la fin du mandat de la République démocratique du Congo à la présidence du comité d'orientation. Je suis heureux de savoir que la République serre d'en face. Le Congo jumeau a accepté de prendre les relais de la présidence du comité d'orientation pour les 2 prochaines années. Ces passages de témoins marquent une fois de plus l'intérêt commun que nous portons au développement de nos pays et le travail qui reste à faire sur la question préoccupante de notre temps, à savoir le climat. C'est pourquoi, en prélude des travaux statutaires, je voudrais qu'on marque un instant pour échanger sur la question de la gestion des finances publiques et les changements climatiques. Cette question d'intérêt majeur nous concerne tous, car les conséquences du changement climatique ne sont plus à démontrer. Ce sera l'occasion de passer en revue les enjeux du changement climatique, son implication sur les finances publiques
les dispositifs pour aider nos pays. Mercredi 19 juin 2024, au cours de la cérémonie de clôture de ces travaux, en présence de la ministre des Finances, Onegensele Mimpa, qui a représenté le ministre des Finances, Doudou Fwamba, empêché, la République démocratique du Congo a cédé la présidence du comité d'orientation d'Afrique Centre au ministre de l'économie et des finances de la République du Congo-Brazzaville, Jean-Baptiste Ondaye, pour un mandat de 2 ans, soit de 2024 à 2026. Je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui nous allons passer le flambeau de la direction ou de la présidence du comité d'orientation à la République du Congo, une république sœur. Et avant de le faire, Monsieur le ministre, j'aimerais juste renchérir en disant que si, au sortir de ces assises et qu'en rentrant, nous pouvons tous nous acquitter de la partie budgétaire et des fonds de nos cotisations, ce serait une très bonne chose. Monsieur le ministre, j'ai pris soin, avant d'être ici, de m'assurer que la RDC a soldé sa contribution pour donner l'exemple au milieu de tous les défis que nous avons, mais nous croyons que cette assistance technique est bénéfique pour nos administrations et nous aimerions véritablement que le budget qui est alloué pour les 2 prochaines années soit constitué par les membres. Merci à tous et Monsieur le ministre, officiellement, nous tenons à vous passer la présidence du comité d'orientation et nous vous souhaitons un fructueux mandat. Merci. Prenant la parole à son tour, le ministre de l'économie et des finances de la République du Congo-Brazzaville, Jean-Baptiste Ondaye, a placé son mandat sous les signes de la continuité et de la consolidation des acquis au regard de l'exploit que vient d'accomplir la République démocratique du Congo pendant son mandat. Au moment où nous prenons le témoin en vue de poursuivre notre œuvre commune en qualité de président en exercice du comité d'orientation d'Afrique Centre pour les 2 années fiscales qui viennent de s'ouvrir, je m'empresserai de rendre hommage au bilan combien élogieux que vient d'accomplir la République démocratique du Congo. En nous appuyant sur cette riche expérience, je dirais même mieux édifiante expérience, nous plaçons notre mandat sous le signe de la continuité et de la consolidation des acquis. Nous saisissons la présente occasion pour réitérer notre reconnaissance à l'endroit du Fonds monétaire international et à l'ensemble de nos partenaires au développement pour leur appui constant. La promotion de la bonne gouvernance pour une gestion efficace des finances publiques a été parmi les recommandations des pays membres d'Afrique Centre à l'issue de ces travaux de la 26e réunion du comité d'orientation d'Afrique Centre. Les nouveaux et anciens étudiants de l'École nationale d'administration ENA ont échangé le mercredi 19 juin 2024 dans la salle des conférences de cette institution avec les experts du Centre régional d'assistance technique pour l'Afrique centrale Afritac Centre sous la supervision du comité d'orientation de la réforme des finances publiques COREF. C'était au cours d'un débat qui touche sur les finances publiques, notamment quelques questions essentielles de la gestion des finances publiques et cadre balois de supervision et régulation bancaire. Une fois de plus, retrouvons Geneviève Mizeguele Katengesia et Landrine Nyangui-Lostine pour le reportage. Cette rencontre fait suite à la 26e réunion du comité d'orientation d'Afrique Centre qui s'est clôturée dans l'avant-midi de ce même mercredi 19 juin 2024. Vu que l'ENA est une institution d'enseignement supérieur qui forme les hauts cadres de l'État qui sont appelés à gérer les finances publiques. Ces experts, qui sont pour la plupart les experts du résident du FMI, ont voulu partager leurs expériences avec ces nouveaux
et anciens étudiants de l'ENA sur différentes thématiques qui basculent sur le budget programme du Trésor et quelques questions relatives à la situation bancaire dans le cadre des BAL 2 et BAL 3 avant de regagner leur siège. Un bel échange, comme les témoignent le directeur d'Afritac Centre, Philippe Egoumé. L'ENA est le premier établissement sélectionné en RDC dans le cadre de notre programme d'échange avec les établissements et institutions d'enseignement supérieur de nos pays membres. Ceci témoigne de l'importance que notre centre accorde à votre établissement, qui est donc une référence nationale. En parcourant la liste des formations au sein de l'ENA, j'avoue que j'ai été agréablement surpris de voir que votre établissement organise des sessions de formation continue en vue du renforcement des capacités professionnelles des fonctionnaires, des agents publics, ainsi que ceux du secteur privé dans le domaine du management public. Votre établissement organise également une formation initiale composée de plusieurs modules, parmi lesquels l'intégration et le management public, qui occupent également une place de choix dans notre programme de travail. Le directeur général de l'ENA, Guillaume Banga, a loué l'initiative de la délégation d'Afritac Centre qui est venue présenter aux étudiants les activités que mènent ces experts au sein de leur structure. Nous avons été contactés par Afritac et qui a trouvé que l'ENA pouvait avoir un bel auditoire où il pouvait parler de quelques questions essentielles sur la gestion des finances publiques et éventuellement la réglementation de supervision bancaire. Alors, Afritac nous a amené quelques experts qui sont pour la plupart des conseillers résidents du Fonds monétaire international, qui sont intervenus respectivement sur la budgétisation, sur la réglementation de la supervision bancaire, sur une autre thématique qui est le contenu du trésor. Et ça a été des thématiques très pertinentes qui ont intéressé surtout les anciens élèves de l'ENA qui sont aujourd'hui des énarques, qui sont des administrateurs civils, et sont ceux-là qui sont appelés à gérer l'administration publique. Et c'est ainsi que ça a été un débat houleux et nous pensons bien que pour la prochaine, on va élargir les sphères pour que nous puissions avoir beaucoup plus d'intervenants et beaucoup plus de participants. Il s'est de rappeler que plusieurs experts ont pris part à ces débats entre les étudiants de l'ENA et les experts d'Afritac Centre, entre autres les experts d'ICOREF, les formateurs de l'ENA ainsi que les énarques de la société civile. L'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alingué-Tekei, a échangé à tour de rôle pendant la semaine avec le nouvel argentier national Doudou Fwamba et le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Plusieurs points ont été abordés avec les deux membres du gouvernement souminois, à savoir les rapports sur l'encadrement des opérations financières du Trésor public et la lutte contre la corruption. Reportage. L'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alingué, a sans tarder rencontré ce lundi 17 juin 2024 deux membres du gouvernement nouvellement investis. En premier lieu, le patron de l'inspection générale des finances a échangé avec le ministre des Finances, Doudou Fwamba, en son cabinet de travail. Ensemble, ils ont fait l'état des lieux des finances publiques de la RDC. L'inspecteur général en chef, Jules Alingué, en a profité pour porter sur la table du nouvel argentier de la République, Doudou Fwamba, le rapport de cet organe de contrôle supérieur sur l'encadrement des opérations financières du Trésor public pendant la période d'expédition des affaires courantes du gouvernement sortant, lequel rapport ayant mis fin à la mission de l'IGF à la Banque centrale du Congo. Juste après, l'inspecteur
directeur général des finances, chef de service Julia Lingueté, s'est rendu au cabinet du ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. La lutte contre la corruption était au centre de cette rencontre, notamment les enquêtes diligentées sur les fonds destinés aux victimes de Kisangani, ainsi que les fonds alloués à la réhabilitation du palais de justice. Le gendarme financier Julia Lingueté Kei s'engage à répondre dans le plus bref délai à la demande du ministre d'État en charge de la justice. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, veut faire de la lutte contre la corruption un élément important pour faire avancer le pays. Et dans ce cadre-là, il nous a donné des diligences à faire le plus rapidement possible, notamment transmettre tous les rapports de ces 3 dernières années ayant établi des faits de corruption et criminalité financière pour que le ministère de la Justice s'en occupe. Deuxièmement, il y a une série d'audits qui vient d'être commandé à l'inspection générale des finances, notamment l'audit de tous les fonds mis à la disposition de la République pour l'indemnisation des victimes de Kisangani. Et ce travail a déjà commencé aujourd'hui pour essayer de vérifier ce qui a été fait des fonds mis à la disposition de l'établissement public Fliviao qui a été créé et qui devait gérer ces fonds. Il y a également l'audit des travaux de réhabilitation des palais de la justice par la société Milvest, que l'autorité voudrait que nous puissions mettre à sa disposition tous les éléments. Sans nul doute, la synergie ministère d'État en charge de la justice et inspection générale des finances pourra renforcer la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'éradication des antivaleurs dans la gestion publique. Le dimanche 16 juin dernier, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a honoré la communauté islamique du Congo, Komiko, en partageant les repas de la fête de la Tabaski avec quelques imams et fidèles musulmans dans la salle du banquet du Palais du Peuple. Au cours de cette rencontre, le père de la nation a exhorté les 3 branches en conflit de la Komiko à une réconciliation sincère et a chargé la ministre d'État à l'environnement et développement durable, F. Bazaïba, elle-même musulmane pratiquante, à jouer à la médiation, laquelle médiation doit aboutir in fine à la convocation urgente d'une assemblée générale élective qui dotera ainsi la RDC d'un seul comité de la Komiko qui travaillera main dans la main avec le gouvernement souminois. Pour en savoir un peu plus, suivez ces reportages qui vous propose la rédaction de l'agence Galaxy Média. C'était une grande première. Le dimanche 16 juin 2024, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a honoré la communauté islamique du Congo, Komiko, en partageant le repas de la fête d'Aïd el-Kébir, autrement dit fête de moutons, communément reconnue sous le nom de la Tabaski, avec quelques imams et fidèles musulmans dans la salle du banquet du Palais du Peuple. Bien avant cette rencontre, des dizaines de milliers de musulmans se sont rassemblés dans la prière sur l'esplanade du Palais du Peuple qui a refoulé du monde. Cette grande fête commémore la soumission légendaire du prophète Ibrahim à Allah, une commémoration du sacrifice relaté dans le Coran mais aussi dans l'Ancien Testament. Alors qu'Abraham s'apprêta à tuer son fils pour obéir à Dieu, un ange remplaça le corps de l'enfant par celui d'un bélier. À cette occasion, la Fondation Angèle, du groupe industriel Angèle, dont les actionnaires sont des musulmans pratiquants, a offert aux musulmans de Kinshasa et à la demande de Mme F. Bazaïba Massoudi un précieux don de l'eau à boire, des vivres, et 2 vaches, dont la plus grande a été offerte à l'invité de marque. Au-delà de cette cohésion d'apparence dans la prière, il existe depuis des années au sein de la communauté islamique du Congo, Komiko, des dissensions internes graves qui ont amené la communauté islamique mondiale
a sanctionné sévèrement les musulmans de la République démocratique du Congo qui ne sont plus autorisés depuis 4 ans déjà de participer au pèlerinage à la Mecque. Ce pèlerinage, vous vous en doutez, constitue l'un des 5 piliers fondamentaux de l'islam, à savoir le témoignage de foi, la prière, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage proprement dit. 3 branches dissidentes de la Comico sont à la base de cette sanction qui pénalise des milliers de fidèles musulmans de la République démocratique du Congo qui sont ainsi déconnectés injustement de leur devoir spirituel qu'ils doivent accomplir à la Mecque. Les 3 branches dissidentes sont dirigées respectivement par 3 éminences, à savoir Cheikh Ali Mwini, Cheikh Youssouf Djibondo et Cheikh Abdallah Mangala. Chacun d'eux se déclare représentant légal de la Comico en République démocratique du Congo. Ces 3 personnalités se détestent à mort et entraînent avec eux, dans leurs dissensions, des milliers de fidèles musulmans innocents. Et pourtant, la communauté islamique est très nombreuse en République démocratique du Congo. Elle constitue même une véritable force dans la laïcité de notre pays. Rien que dans la capitale Kinshasa, on dénombre 172 mosquées, dont 74 dans le seul district de la Tchangou. Il va sans dire que le Coran, le livre saint de l'islam, condamne fermement les dissensions entre musulmans. À cet effet, le Coran stipule en son chapitre 4, verset 148, je cite, « Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles, à moins qu'on soit lésé. Allah est audient et omniscient. » Et également au chapitre 49, verset 9, je cite, « Si 2 groupes de croyants se combattent, réconciliez-les. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. S'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice et soyez équitables, car Allah aime les équitables. » Fin de citation. C'est pour penser ces nombreuses plaies encore béantes, mieux réconcilier les frères et sœurs musulmans de la République démocratique du Congo pour qu'ils puissent tous parler le même langage, comme ils prient le même et unique Dieu, Allah Akbar wa Alamatullahi wa Barakat, pour qu'ils puissent tous travailler sous le leadership d'un seul comité islamique, d'un seul représentant légal, que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de père de la nation, a décidé de communier avec les imams et autres fidèles musulmans de Kinshasa en cette journée mémorable de la Tabaski. Il leur a parlé alors avec son cœur. Je voudrais par cet acte vous manifester toute l'importance que j'accorde à votre confession. Aujourd'hui, j'ai eu la tristesse d'apprendre par la bouche même de la ministre d'État ici présente que ces divisions sont revenues et elles se sont même encore accentuées. Je vous en prie, je vous en supplie, mettez fin à cette guerre fratricide et inutile. Entendez-vous, et je suis prêt à vous recevoir tous les représentants de ces tendances qui seront conduits auprès de moi par la ministre d'État ici présente pour vous parler moi-même et obtenir de vous que vous organisiez finalement cette assemblée générale qui va permettre de légaliser. Le chef de l'État a promis non seulement de les recevoir incessamment une fois qu'ils seront réunis en un seul comité, mais aussi de leur offrir un grand terrain de plusieurs hectares dans la ville de Kinshasa, où sera érigée une grande mosquée de la réconciliation musulmane. Les garants de la nation a aussi promis de travailler étroitement avec les membres du nouveau comité qui sortira des urnes après l'Assemblée générale élective de la Comico. Aussitôt dit, aussitôt fait. La médiatrice Eve Bazaïba Massoudi s'est mise au travail en réunissant
à son cabinet ministériel plusieurs responsables musulmans. Avant de poursuivre avec des contacts sur le terrain auprès des trois éminences chères en conflit. Elle a déjà mis sur pied un comité de réconciliation qui l'accompagne dans cette lourde tâche, entendez la médiation présidentielle, et tout porte à croire que d'ici la fin de ce mois de juin 2024, une fumée blanche sortira du toit de la Comico et les tricéphalismes observés aujourd'hui à la tête de cette structure ne sera qu'un triste souvenir. La société Plantation et Huileries du Congo PHC est la plus grande firme agroalimentaire de la RDC en termes du capital humain et de production. Dirigée de main de maître par sa directrice générale Monique Jusquez, cette société compte plus de 10 000 travailleurs directs et en 3 ans de gestion, la production d'huile de palme est passée de 45 000 tonnes par an en 2020 à 80 000 tonnes en 2023 et se propose de produire 100 000 tonnes d'huile de palme par an en 2025. PHC a réussi à produire 52 tonnes de semences améliorées de riz et de maïs qui ont été certifiées conformes par les SENASEM et mises à la disposition des agriculteurs congolais locaux pour une grande multiplication. Regardez. En tant que l'un des plus grands producteurs d'huile de palme en Afrique centrale, Plantation et Huileries du Congo jouent un rôle clé dans le secteur agricole de la République démocratique du Congo, avec pour vision créer une prospérité partagée grâce à l'agribusiness. Existant depuis plus d'un siècle, PHC est la première société de production d'huile de palme en RDC. C'est sous le leadership congolais mis en place par l'actionnaire majoritaire, Kouramo Capital Management, la société est passée d'une production de 45 000 tonnes en 2021 à 80 000 tonnes en 2023, et ce grâce au plan de travail et aux procédures opérationnelles sous le leadership de Madame Monique Jusquez. Pour faire fonctionner toutes les étendues plantées de palmiers à huile, soit plus de 100 000 hectares de terre au sein de ces concessions, il faut un apport humain conséquent. Pour cela, la société emploie 10 000 personnes avec des avantages sociaux, repartis entre Kinshasa et 3 provinces, précisément à Lokutu, Boteka et Yaligimba. Une fois l'huile produite, son circuit de mise en vente forme une attractivité qui touche des milliers de ménages indirectement, avec une approche qui permet de mettre en place une économie partagée, dont l'avantage est de participer activement à la condition de vie des populations, comme avec la construction et la mise à disposition de 24 écoles aux communautés, le forage et l'entretien de 70 bornes fontaines, la disposition de 3 centres de santé, 18 dispensaires et 4 hôpitaux pour contribuer à la fois au bien-être de la population qu'à son implication dans le processus de développement et de la vision qu'entretient PHC autour de la prospérité partagée. Et c'est dans ce cadre également que la société a lancé depuis septembre 2023 la Fondation PHC, en vue d'amplifier ses actions pour plus d'impact. Pour PHC, créer une prospérité partagée grâce à l'agribusiness, c'est appuyer les agriculteurs locaux dans la production des semences de bonne qualité de cultures vivrières. Toujours dans le cadre de la redynamisation des économies locales, PHC travaille avec les planteurs locaux à qui elle apporte un appui technique en leur octroyant des semences de qualité, produites par son centre de recherche d'agriculture tropicale, Créati. PHC, créer une prospérité partagée grâce à l'agribusiness. Madame, Messieurs, c'en est fini pour ces numéros de fiscalité et développement. Merci à Landrine Nyangi-Lostine derrière la caméra, Priska Sekana Kinzonzi et Abbé Mitterrand Mbia François. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.